C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Donc aujourd'hui, je suis avec David Bernard qui m'a invité chez lui. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était, avec David, on avait fait un webinaire il y a à peu près 2 ans, donc en pleine période, confinement, donc un peu galère. Et à l'époque, 2 ans et demi, Assess First avait décidé de franchir le pas du full remote. Ouais. Full remote, ça veut dire télétravail à 100%. Et j'avoue qu'à l'époque, moi, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, full remote, quand même, c'est un peu trash, quoi, de passer d'un point A à 0 à un point 1 aussi rapidement. Et là, l'idée, en fait, c'est de se dire, ça en est où 2 ans après? Premier point. Et puis également, comment on développe une bonne marque employeur dans ce contexte, en fait. Alors là, je laisse David peut-être se représenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, en effet, donc, je suis très rapidement, donc, je suis David Bernard. Donc, je suis psychologue du travail de formation, CEO, fondateur d'Assess First. Donc, on est spécialisé dans tout ce qui a trait au ce qu'on appelle le recrutement prédictif. Donc, comment est-ce qu'on peut recruter sur la base du potentiel, pas simplement du CV. Et c'est vrai que quand le Covid est arrivé, on était à peu près une cinquantaine. Et ce qu'il faut rappeler, je pense aussi, c'est que nous, Assess First, à la base, c'était vraiment une boîte avec une culture très office-based. C'est-à-dire qu'on avait 2-3 personnes qui faisaient du remote de temps en temps, qui faisaient un peu de télétravail, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui était dans notre ADN. Et puis, c'est vrai que le premier confinement arrivant, on a commencé à se rendre compte que ça fonctionnait bien, que ça fonctionnait même très bien. Alors, bien évidemment, on n'est pas des fous. On s'est dit, il y a toujours cette phase, période lune de miel, on va dire. Tout le monde découvre le remote. On se rend compte que, tu peux peut-être dormir 1 heure de plus, tu peux t'organiser comme bon te semble. C'est peut-être plus respectueux de tes rythmes personnels. Et petit à petit, on a mis en place pas mal de choses, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accède à la connaissance, comment aussi t'intègres les nouveaux, on va en parler, mais pour recruter, quand tu recrutes à distance, voilà, c'est pas forcément évident. Et on s'est dit à un moment donné, assez rapidement, et pourquoi on ne travaillerait pas en full remote pour toujours? Bon, alors après, c'est vrai que tu étais un peu sceptique, tu n'étais pas le seul. J'ai reçu beaucoup de messages d'entrepreneurs ou de gens, que ce soit sur LinkedIn ou autre, qui me disaient « Mais David, ça ne marchera jamais. Comment tu veux faire tenir une culture en 100% à distance ?» Et donc aujourd'hui, 2 ans après, où on en est, on est passé de, je sais pas, on devait être une cinquantaine, je crois à peu près, 50, entre 40 et 50, je ne sais plus trop. Et aujourd'hui, on est quasiment 120 dans la boîte. Donc avec une belle satisfaction, je pense, de la part des collaborateurs, des collaboratrices qui nous ont rejoints. Et je pense que ce qui a fait que ça marchait, que ça a fonctionné, c'est que on n'a pas essayé de reproduire ce qu'on faisait en présentiel, mais on s'est dit, essayons de construire la meilleure boîte en full remote, mais en partant de ce postulat, en se disant, voilà, on ne va pas essayer on va pas commencer à être nostalgique de ce qui se passait avant, les after-work 3 fois dans la semaine, les choses comme ça. En fait, c'est vraiment se dire, si aujourd'hui on redémarrait l'entreprise, comment on fonctionnerait? Déjà, il faut s'assurer. Ouais. Alors, je n'étais pas sceptique du full remote. Ok. Ce qui me rendait un peu plus sceptique, c'était de me dire, je me mets à la place d'un collaborateur. Ouais. J'ai mes habitudes, je vais travailler au bureau, j'ai mes petits after-work. Et puis d'un seul coup, on me dit, non, en fait, ça va changer. Et en fait, tu n'as plus le choix. Ouais. Donc la question, en fait, 2 ans après, c'est, OK, tu es passé de 50 à 120 collaborateurs, mais dans les 50 initiaux. Alors, dans les 50 initiaux, alors très simple. En fait, quand on a présenté justement le projet de passer en full remote, en fait, il y a eu 2 réactions. La première réaction, ça a été « Waouh, c'est génial !» Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis plus obligé d'être à Paris, on peut bosser depuis n'importe où. Donc ça, c'est le côté très positif que les gens ont vu de suite. Et après, quasi instantanément, de la même manière, c'était purée, mais qu'est-ce qui va advenir à notre culture d'entreprise? Comment est-ce qu'on va faire? Et très sincèrement, sur les 50, on a 3 personnes qui nous ont dit, mais très rapidement, dans moins d'une semaine, je crois, qui sont venus nous voir et nous ont dit, moi, ça ne marchera pas en fait. Moi, je ne peux pas envisager d'être à distance et puis de changer comme ça fondamentalement ma manière de travailler. Donc, on a fait ce qu'il faut, on les a accompagnés pour qu'elles puissent retrouver un job ailleurs, qu'elles sortent dans de bonnes conditions et tout. Mais il y avait vraiment ces 2 aspects-là. Il y avait l'aspect enthousiasme par rapport à la liberté que ça allait offrir. Et puis, d'un autre côté, en effet, quelques petites inquiétudes, notamment concernant quel va être mon quotidien en full remote.
Et c'est vrai que ça, c'est une crainte que peuvent avoir pas mal de gens quand on parle de full remote. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que full remote, ça ne veut pas dire travailler de chez soi et ne plus voir personne. Tu vois, c'est-à-dire que dès le départ, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait une petite enquête pour voir comment les gens étaient installés déjà. Est-ce qu'ils ont de la place dans leur appart ou pas? Est-ce qu'ils ont une table, une chaise ergonomique, un écran, ce genre de choses? Et on s'est rendu compte qu'en effet, il y a des disparités énormes. Alors, je vous rassure, là, on est dans une pièce qui fait 7 mètres carrés. On a 4 même. 4. Non, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, on s'est dit, voilà, il faut qu'on équipe tout le monde, faire en sorte justement que chacun ait le meilleur matériel à disposition. Donc, chacun avait déjà les MacBook Pro, les MacBook Air, tout ce qu'il faut. Maintenant, on bosse avec une boîte qui s'appelle Workwise, je crois, donc qui permet, je crois qu'on a un budget de 1 000 € par collab quand ils arrivent, et où ils peuvent s'acheter une chaise ergonomique, éventuellement un écran externe, ils ont la table, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est de se dire une bonne webcam. Et l'idée, c'est de se dire, il faut que les personnes soient dans le meilleur environnement possible. Donc ça, déjà, les conditions matérielles de travail qui sont fondamentales, s'assurer que chacun ait bien de bonnes connexions. Et puis après, bien comprendre que ça, c'est une partie de l'équation, mais après, tu n'es pas obligé de bosser tout le temps de chez toi. Il y a un truc qui est marrant dans ce que tu dis, parce que l'impression que j'ai, c'est que finalement, les collaborateurs ont un meilleur matériel de travail en full remote qu'ils ne l'avaient dans l'entreprise. Ouais, après, ils n'étaient pas maltraités dans l'entreprise. Mais clairement. Bah oui, tu arrives, tu as vu mon vrai bureau en bas, et puis il y en a plein de collabs qui sont comme ça, tu vois, tu as plusieurs écrans, tu peux, si je sais pas, ceux qui font des vidéos et tout, tu peux avoir tout le matos qu'il te faut, tu es chez toi, quoi, tu vois. Enfin, je me dis, tu bosses, ton lieu de vie, ton lieu de travail est le même, si tu n'es pas équipé au top, ça va pas, quoi. Et après, autre point, travailler en full remote, ça ne veut pas dire que tu es accroché, que tu es attaché à ton bureau, à ta maison. Si les gens veulent aller bosser, j'en sais rien, prendre des coworking, ils peuvent le faire. On a un partenariat avec une boîte de coworking, les Space à Paris et dans d'autres régions en France, donc qui leur permet d'y aller à peu près quand ils veulent. On organise des événements d'équipe hyper régulièrement. Donc on a 2 gros team building par an. Le dernier était à Ibiza, par exemple. On a fêté les 20 ans de la boîte. Donc, on a emmené tout le monde là-bas. C'était complètement dingo. Donc, ça, c'est 2 fois par an, en mars et en septembre. Après, donc, il y a un budget, je crois que c'est 1 600 € par collab et par an. Donc, initialement, c'était géré par les gens eux-mêmes. Mais maintenant, en fait, c'est géré au niveau des managers parce que, tu vois, quand les gens partaient... qui se prenaient un Airbnb, il fallait découper la facture en 12 ou en 15, ce n'était pas possible, quoi. Donc pour des raisons de praticité, maintenant c'est géré par les managers. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on fait en sorte qu'il y ait des temps récurrents, donc déjà avec toute la boîte, 2 fois par an, et puis régulièrement au fil de l'année. Et puis, tu sais, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, hein. Il y a des gens, par exemple, qui sont en coworking quasiment toutes les semaines, et tu as des gens que tu ne vois que une fois 2 fois par an, en fait, pendant les gros events de team building. Alors, est-ce que tu penses que c'est... tu es passé en 2 ans de 50 à 120 collabs à peu près. Est-ce que ce qui a facilité le recrutement, est-ce que le full remote a facilité ce recrutement? Mais de manière radicale. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant, moi, l'image que j'ai, c'est que quand on recrutait, quand on était à Paris, là, dans nos super bureaux rue du Sentier, en fait, c'est comme tu pêches dans un verre d'eau. C'est-à-dire que là, c'est Paris, et tu vas recruter les meilleurs développeurs ici, les meilleurs designers ici, les meilleurs salespeople ici, les meilleurs tout ici. Alors qu'en fait, à partir du moment où tu te dis, je peux recruter de n'importe où. Alors, bien évidemment, après, tu as des questions légales, des histoires de contrats et ainsi de suite, on pourrait y revenir aux besoins. Mais rien que, par exemple, si tu te dis, OK, j'étends à toute la France, OK, je peux recruter en Angleterre, OK, je peux recruter sous une autre modalité des gens qui sont en Espagne, en Italie. En fait, déjà, c'est hyper attractif parce que des boîtes qui te proposent, tu vois, du full remote, dans les mots, tu le vois. Et après, quand tu rentres dans le détail, c'est full remote, oui, mais on te demande les 2 ou 3 premiers mois de venir dans la boîte. Oui, c'est full remote, mais en fait, c'est remote allowed, c'est 3 jours de remote et il faut quand même venir. C'est mieux si tu peux venir 2 jours. Tu as le choix, mais c'est mieux, tu vois. Et tu n'auras peut-être pas les mêmes opportunités si tu te montres au bureau et si tu ne te montres pas au bureau. Ouais. Et en fait, le fait, parce qu'il y a des gens qui nous ont demandé aussi beaucoup, tu sais, mais pourquoi vous n'avez pas gardé un bureau pour les gens? En fait, moi, ce que je voulais surtout pas, c'est couper la culture en deux, se dire, il y a ceux qui auront la possibilité de venir
Et eux vont bénéficier d'une visibilité qui est beaucoup plus forte. Tu as les canaux de communication, même si on dit, voilà, c'est full remote, ça passe par l'écrit, c'est Slack. Ouais, mais si tu as 15 personnes qui se voient tout le temps, forcément, tu vois, ça crée des disparités dans l'accès à l'information, dans comment est-ce qu'on prend les décisions. Donc, pour nous, c'était vraiment ultra important dès le départ de se dire, il n'y a plus de bureau. Bien évidemment, s'ils veulent faire des coworking et tout, on va s'arranger, on va faire en sorte que ce soit possible. Mais voilà, c'est une culture, quoi. C'est pas, on n'aboutit pas à 2, 3, 4 cultures différentes. Parce que des retours que j'ai, moi, c'est quand même souvent ce qui se passe quand, et plus encore, quand tu as des membres de la direction qui vont tous les jours dans le même bureau que certaines personnes. Ça, voilà. Karine nous dit ça fait rêver. Karine, c'est sûr, se recrute toujours. Mais, pardon, je suis en cours. Non, vas-y. Non, mais je voulais dire, en termes d'attractivité, ouais, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que... Et surtout, je pense que ce qui est fondamental quand on passe en full remote, il ne faut pas le faire, je pense justement, en se disant, on va le faire, ça va nous permettre d'être plus attractif. Alors oui, tu vas être plus attractif à court terme, mais en fait, on sait bien, la marque employeur, c'est aussi c'est ta proposition de valeur, c'est ce que c'est les avantages, les conditions, tout ça, ce qui fait que l'entreprise va être désirable aux yeux des candidats. Mais c'est comme dans une relation. Si tu te présentes sous ton meilleur jour au départ et que une fois que tu rentres, tu as signé ton contrat de travail, tu te dis mais c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu. En fait, ça va pas. C'est hyper déceptif et au contraire, ça a des effets qui sont hyper délétères. Ah oui, justement, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont dans d'autres structures en full remote. J'ai cru que tu allais me dire de gens qui sont dans ta boîte et qui s'en plaignent. Et qui m'ont dit justement, voilà, j'étais recruté en full remote. Ça fait 2 mois que je suis dans la structure. Ouais. J'ai du mal à parler avec mon manager, j'ai pas rencontré telle personne, j'arrive pas à avoir accès à tel service. Et en fait, c'est compliqué, quoi. Je suis noyé dans ma solitude, en gros. Oui, c'est ça. Parce que, ok, il y a du full remote, mais le onboarding est très fantomatique. Et donc ça, c'est une question, c'est comment tu gères cet aspect onboarding en remote, justement. Ouais. Comment dire? Ouais, je réponds à ta question. Avant, il y a 2 choses qui sont compliquées, je trouve, si on veut bien faire le full remote. Déjà, la première chose, c'est le mindset que la direction a par rapport à ça. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, en fait, le fait d'avoir une culture de la confiance, mais une vraie culture de la confiance. Tu vois, parce que si c'est dire, OK, vous pouvez bosser en full remote, mais on va enregistrer les touches sur lesquelles vous tapez, enregistrer le temps que vous passez sur chaque tâche, tu dois avoir le petit bouton vert dans Slack qui s'allume entre 9h et 18h. En fait, ça ne va pas, en fait. En fait, c'est-à-dire que si les gens se sentent... Tu as le paradoxe de cette espèce de liberté totale, mais ultra surveillée, en fait, le full remote, ça devient une véritable prison. Donc, il y a ça. Donc ça, c'est manque de confiance. Et le deuxième point, c'est en effet le risque de la solitude. Donc on va en parler. Et le troisième, en effet, c'est comment tu gères le onboarding. Et donc nous, pour gérer le onboarding, ce qu'on a fait, c'est que vraiment, pareil, on ne s'est pas dit on va faire comme avant, essayer de reproduire le onboarding qu'on avait en présentiel, mais se dire, imagine, tu ne vois pas les gens, comment est-ce que tu dois t'y prendre? Toute l'information, déjà, doit être hyper structurée. Chacun doit pouvoir y avoir accès. Tu dois construire des parcours, mais des parcours qui sont hyper balisé où tu vas t'assurer que les gens montent en connaissance marché, connaissance produit, connaissance des méthodes, des process, connaissance des outils, monter en connaissance, monter en compétences aussi, s'assurer au travers, ça peut être des role-plays, ça peut être des listes de choses à faire. Alors soit de son côté, après, les gens s'enregistrent en vidéo, c'est review par les managers, des points également réguliers avec là où le manager, et aussi faire en sorte d'organiser des sortes de coffee meeting, des trucs comme ça, avec les gens de ton équipe, bien sûr, mais aussi les gens des autres équipes. Donc là, par exemple, j'avais justement un petit point avec une personne chez nous, Julie, qui nous a rejoint au partnership, à l'équipe partenariat, et qui me disait la semaine dernière, en fait, c'est dingue, parce que j'ai pu rencontrer un nombre très important de personnes. Si tu veux faire le tour de toutes les équipes, même si au quotidien, tu ne vas pas interagir avec chacune, mais
c'est important de comprendre comment la boîte, elle fonctionne, quel est le rôle de chacun, de chacune, comment les personnes peuvent t'aider en tant que nouvel arrivant, comment toi, tu vas contribuer aussi à apporter ta pierre à l'édifice, comment toi-même, tu peux aider les autres personnes dans ton quotidien. Alors, je t'interromps, j'ai pas mal de Ouais. commentaires où on nous dit « Ah, c'est intéressant, mais éloigné du sujet annoncé ». Le sujet annoncé, c'est quoi une bonne marque employeur? Ouais, Mais en fait, on est en train de parler de ça. c'est exactement ça, en fait. Parce C'est ça qu'en qu'il faut fait, comprendre. Ouais. pour moi, comme pour David, la marque employeur, ça passe d'abord par la culture d'entreprise. Mm. Donc là, c'est pour ça que j'interroge David sur c'est quoi votre mode d'organisation et quelle est la culture d'entreprise. On est juste en train d'expliquer les fondamentaux de la marque employeur. C'est hyper important ce que tu dis parce que tu vois, le truc, c'est que on a aussi, nous, beaucoup de gens, si vous avez, enfin, j'imagine, vous allez tous sur LinkedIn, vous vous baladez et ainsi de suite, regardez les posts, vous recrutez peut-être, sans doute d'ailleurs. En fait, moi, on me dit souvent, putain, mais c'est fou le nombre de collabs chez toi ils écrivent des posts, ils discutent entre eux. En fait, ça, pour moi, ça participe pleinement à la culture d'entreprise. Et si tu veux que les gens s'expriment, si on veut qu'il y ait cette liberté de parole, tu vois, que les gens se sentent à l'aise de commenter, je sais pas, différents posts, prennent part aux discussions, expliquent eux-mêmes comment ça se passe dans la boîte, en fait, il faut être ultra. Déjà, il faut leur offrir de la liberté, leur offrir des bonnes conditions, mais il faut être ultra à l'aise, ultra cohérent avec ça, tu vois, et qu'il n'y ait pas justement de décalage. Sinon, si moi, je me mets à leur place, je suis collab, j'arrive chez Access First, on me vend monts et merveilles, je vois les gens qui praise la marque, qui en font des tonnes, et puis au bout de 2 semaines, tu te rends compte qu'en fait, une fois que tu es passé de l'autre côté du miroir, de l'autre côté du rideau, c'est pas du tout ça, en fait, ça va pas, quoi. Tu te dis, ok, pardon, mais je ne vais pas me faire le promoteur d'une marque et d'une entreprise qui ment délibérément à ses salariés, à ses futurs collaborateurs. C'est pas possible, en fait. Qu'est-ce que tu mets en avant, justement, d'un point de vue marque employeur pour attirer des candidats? Par exemple, aujourd'hui, on voit que, je ne sais plus, la moyenne en France aujourd'hui pour une annonce postée, ça doit être 7 à 10 candidatures. Wow. Alors attends, parce que j'ai récupéré les chiffres. Juste en 2022, on a fait 50 recrutements, 10 000 candidatures. C'est en moyenne, après ça dépend des jobs, mais à peu près 200 candidatures par job. Tu vois? Et donc, en fait, le truc, c'est que nous, on n'a pas besoin de. Enfin, forcément, tu as 200 candidatures. En plus, enfin, ils sont déjà. Quand ils regardent, quand ils interagissent avec le contenu qu'on diffuse régulièrement, ils voient la manière dont nos annonces sont rédigées. On explique toujours très bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de liberté chez Access First. Alors, question basique. Est-ce que tu penses que ta marque Access First se suffit à elle-même pour recruter aujourd'hui? Ou est-ce que tu as besoin d'en faire plus? C'est-à-dire, est-ce que tu penses, parce que Access First, c'est quand même ultra véhiculé sur les réseaux en tant que marque, en tant qu'outil, solution d'évaluation, est-ce que tu penses que ça s'auto-suffit en termes de marketing pour le recrutement, ou est-ce que tu en fais plus? En fait, il y a 2 choses, je pense, qui fait qu'on attire pas mal de candidats, de candidates. C'est oui, notre marque employeur, voilà, on propose de la liberté, tu seras dans les meilleures conditions, tu pourras aller bosser depuis Marseille, Barcelone, peu importe où tu veux, l'Italie, au bord d'un lac ou whatever. Tu as les super team building, tu as les trucs, tu as les budgets, tu as le matos qui est au top. Et puis, il y a aussi, je pense que ce qui joue énormément, c'est le fait qu'on recrute, c'est tout con, mais sans CV, tu vois. C'est-à-dire que quand tu dis à des gens, nous, on s'en fout de ce que tu as fait avant, peu importe tes expériences, peu importe les écoles que tu as fréquentées, on n'en a rien à cirer que tu aies fait l'ESSEC, HEC, une école de seconde, troisième zone, ou même que tu as un parcours qui n'a rien à voir avec le métier. Si ce sont des métiers dans lesquels on sait que tu peux l'apprendre en 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu auras ton ramp-up, mais comment dire? Ce que je veux dire, c'est que la proposition, c'est on te recrute pour qui tu es. Donc, t'inquiète, si jamais on te dit que qui tu es parce qu'on a évalué tes capacités cognitives, tes motivations, ta personnalité, purée, ça en fait des choses quand même sur quelqu'un. Et ça, on sait que les personnes qui partagent certaines caractéristiques en commun, chez nous, elles réussissent, elles cartonnent dans leurs objectifs. 2, elles s'éclatent, elles sont heureuses. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est pas de la magie.
C'est juste que si tu prends en compte qui est l'individu, quels sont ses besoins fondamentaux, et que tu t'es assuré en amont que ton entreprise, en tant que terrain de jeu, entre guillemets, va répondre à ces besoins fondamentaux de la personne, ça ne peut que marcher, en fait. Ça ne peut que marcher. Alors après, oui, tu as des accidents, c'est pas une science exacte. Oui, ça arrive de temps en temps que, voilà, on n'est pas immunisé contre les erreurs de recrutement non plus, hein, bien sûr. Mais par contre, c'est quand même l'assurance que ça fonctionne bien. Et donc, aujourd'hui, ouais, Salesforce bénéficie d'une belle visibilité, mais je pense que c'est aussi vraiment ce truc, tu vois. C'est cette promesse de se dire, chez nous, on va s'intéresser à qui tu es vraiment. Et on voit même nos clients, certains clients qui fonctionnent comme ça, oui, ils ont des taux de candidature qui sont plus importants que si tu commences à te dire, il faut que tu aies fait une des top 5 écoles de commerce ou d'ingénieur, tu dois justifier une expérience de 3 ans au préalable, si possible exactement dans le même secteur. Bon, ça envoie quand même un autre message, quoi, je pense. Ouais. Et il y a aussi l'aspect ambassadeur de marque, parce que quand on se balade sur les réseaux, des collaborateurs, des collaboratrices de Salesforce qui prennent la parole, on en voit beaucoup. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est normalisé ou c'est libre à chacun? Alors, très marrant, très intéressant. On est comme toutes les boîtes, tu vois. Comment dire? C'est-à-dire, avant notre passage en full remote, tu vois, tu es le CEO, tu prends un peu la parole sur LinkedIn, tu as les gens du market qui le font. Et je ne vais pas te cacher, à un moment donné, on s'est dit, tiens, comment on peut faire en sorte que les gens communiquent? Et donc, tu essayes de les incentiver, il y a des solutions où tu peux plugger les comptes des gens pour que ça reposte et tout. Franchement, tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à avoir une parole qui va être authentique. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de reposter un message en lui disant, tiens, tu fais le copier-coller du truc. Et en vrai, on a essayé, mais ça ne marche pas. La seule manière de faire en sorte que quelqu'un prenne la parole de ta boîte, c'est qu'il ait envie de le faire, en fait, mais pour des raisons qui lui sont propres. Et dans quelles conditions tu le fais? Tu le fais, si tu adhères par rapport à la mission de la boîte. Tu as l'impression que tous les jours, quand tu te lèves, tu vas tu vas mettre ton énergie au service d'une cause qui te dépasse. Tu te bats, entre guillemets, pour une version du monde que tu estimes meilleure, voilà. Donc plus d'égalité dans le traitement des candidats, meilleure chance d'accès à l'emploi pour tous, pour toutes. Et puis, il faut te sentir libre. C'est-à-dire, moi, si quelqu'un demain poste une connerie sur LinkedIn, il n'y a personne qui va lui tomber sur le dos, tu vois, en disant mec, qu'est-ce qui te prend, quoi? Pourquoi tu as posté ça? Tu te rends pas compte, l'impact par rapport à la marque. Alors, est-ce que c'est un risque? Oui, c'est un risque. Oui, c'est un risque, tu vois. Oui. Oui, j'ai des collabs, des fois, ils font des fautes dans leur post. Des fois, je les regarde, je me dis, putain, relis-toi, quoi, tu vois. Mais bon, de moins en moins. Mais au fond, si tu commences à chaque fois que les gens prennent une initiative, tu sais, à les shut down, à leur mettre un coup sur la tête et tout, en leur disant, ouais, il ne faut pas faire ça comme ça, les gens, au final, ça les dégoûte, ils ne le font plus, en fait. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est très, très important chez nous. C'est cette liberté de parole, cette liberté d'action, elle est réelle, en fait, tout simplement. C'est la seule façon que ça fonctionne. Alors, on a parlé de la culture d'entreprise, des modes de travail, rapidement des salariés ambassadeurs, mais finalement, c'est assez open. Chacun le fait ou ne le fait pas. Et maintenant, on va parler un peu carrière chez Assess First. Comment ça se passe? Par exemple, j'arrive pour un job, je suis junior. C'est quoi Est-ce que j'ai une feuille de route? La trajectoire, intéressant. Des formations, comment Alors, le truc, c'est que, je ne vais pas te cacher, Assess First, ça a grandi très vite et notre focus premier, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut attirer les talents, comment on peut les recruter. Tu fais grossir la boîte, donc après, c'est aussi en termes de structuration. Il faut mettre en place des lignes managériales. Comment tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de silo entre toutes les équipes. Et vu de l'extérieur, tu te dis, ouais, ça a l'air d'aller, ils cartonnent. Après, c'est un vrai taf. Je veux dire, chez nous, il y a des gens qui, à temps plein, ils réfléchissent là-dessus. C'est essai, erreur, on se réajuste. Et donc, notre gros focus, ça a été faire grossir les effectifs, mettre en place la bonne structure pour que tout ça, ça prenne bien. Après, qu'il y ait de la bonne coordination. Après, c'est les parcours d'évolution. Et aujourd'hui, très concrètement, jusqu'à très récemment, ça se faisait un peu au coup par coup. Tu vois, je ne vais pas te dire qu'on a un process hyper structuré. Alors on a un petit process, c'est-à-dire que typiquement, quand on ouvre un job, on fait en sorte qu'on ait des candidatures en interne,
Mais ça, c'est quelque chose, en tout cas, sur nous, sur lequel on va vraiment mettre le focus sur 2023, en fait, qu'on va structurer. Après, tu as des exemples d'évolution chez Assessor, ça, c'est phénoménal. Par exemple, tu as des gens qui sont arrivés, qui ont je sais pas, en 3 ans, en 4 ans, ils ont changé 3 ou 4 fois de job chez Assessor. Tu as des gens qui peuvent rentrer comment dire, je pense à une personne qui est rentrée chez nous en tant que formatrice. Je crois qu'elle était stagiaire. Ensuite, elle a fait la formation de user. Maintenant, elle s'occupe du renouvellement des comptes. Ouais. Tu as même un gars qui est arrivé, Alexandre, par exemple, qui est arrivé, qui était stagiaire, et aujourd'hui, il est numéro 2 de la boîte, tu vois. Bon, ça fait 12 ou 13 ans qu'il est là. Hein. Simon, pareil, qui est Chief Product Officer, qui est arrivé, il était fraîchement diplômé en psychologie, il a commencé par faire de la formation, ensuite il s'occupait de la science, maintenant il gère l'ensemble du produit. Tu as plein d'exemples T'as plein de beaux exemples comme ça. Ouais. Ça, c'est tes meilleurs ambassadeurs. Forcément, ce sont de bons ambassadeurs. Mais l'idée, si tu veux, pour 2023, c'est vraiment justement de structurer mieux notre process, de faire en sorte que chacun ait de la visibilité sur les opportunités qui peuvent lui être offertes et sur les conditions d'accès. Tu vois, c'est quoi, en fait, qui fait que, à un moment donné, tu débloques les étapes, les steps. Quels sont les steps que je dois franchir pour passer d'un job à l'autre? Après, tu ne peux pas non plus faire le jeu des chaises musicales tout le temps, te dire, voilà, ok, ça fait 3 mois que tu es dans le job, tu as envie de changer, tu changes. Non, il faut que ce soit aussi rentable pour l'entreprise. Et ça, tout le monde le comprend bien en interne. Alors, outre le levier de la marque employeur, la rémunération, ouais. Alors il y a des fausses idées qui circulent. Un job en full remote, c'est moins payé qu'un job en présentiel. Alors, mais vraiment pas. En fait, non, mais très intéressant. Non, je sais qu'il y a des boîtes qui font ça, qui disent, bon, on t'offre le full remote, donc du coup, on va baisser un peu ta REM, ou alors, il y a des boîtes aussi qui se disent, tu as des salaires pour les gens à Paris, tu vas y avoir une autre indexation pour je sais pas, à Bordeaux, ça va être tel coefficient, si tu vas dans le centre de la France, ça sera encore un peu moins. En fait, nous, on a pris le parti de se dire, on garde les salaires parisiens, on est sur les grilles parisiennes, et on utilise un logiciel, une solution, c'est Figures, je crois, qui nous permet de savoir, on rentre tous les salaires des collabs, et en fait, tu peux savoir, est-ce que tu es dans le marché, above the market, below the market, tu as par sexe aussi, c'est-à-dire différents hommes, femmes, et ainsi de suite. Et nous, on s'assure d'être au moins à minima, tu vois, dans la target. Et puis, après, on a des gens, ça dépend en fonction des fonctions, tu en as qui peuvent être un peu au-dessus du marché. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce qui fait la rémunération de quelqu'un, t'as ta rémunération. Alors déjà là, on est à minima dans le marché, voire au-dessus du marché en fonction des jobs et de la rareté des jobs et ainsi de suite. Ensuite, tu as aussi cette liberté. Les gens, ils sont au forfait jour, donc ça veut dire qu'ils s'organisent comme ils veulent. Moi, quelqu'un qui a terminé son job, on a des gens, par exemple, qui ne commencent pas avant 10 heures, tu vois, dans la boîte. Ils disent, moi, je ne commence pas avant 10 heures parce que, je me couche plus tard et je ne suis pas efficace le matin. Tant mieux pour eux, s'ils s'organisent comme ils veulent. Tu en as d'autres qui finissent à 16 heures, tu en as d'autres qui reprennent un peu après. Chacun s'organise comme il veut. Et tu as des avantages après. Après, je ne suis pas le mec le plus admin du monde, donc je ne les ai peut-être pas tous en tête. Mais je sais que par exemple, pour les crèches, tu vois, on a mis en place un truc pour les crèches qui est hyper avantageux. On a, tu sais, dans les mutuelles, on a pris genre des trucs, mais au top du top. D'ailleurs, on l'a même fait benchmarker la dernière fois. On nous a dit, désolé, on ne peut rien pour vous parce que vous avez les meilleures conditions qui existent sur le marché. En fait, c'est du jamais vu. J'avais noté 2-3 trucs, attends, parce que je ne vais pas faire semblant de m'en rappeler. Ouais, Swile, les crèches, forfait. Les budgets qui permettent à chacun de prendre du coworking. Régulièrement, les gens peuvent prendre des Airbnb pour aller bosser à droite, à gauche s'ils ont envie avec leurs équipes. Enfin, tu sais, c'est tout un contexte qui fait que, en fait, c'est plus ta vie perso qui doit se caler dans ce qui reste de ton travail et qui va être conditionné par le fait que tu es obligé de venir bosser à Paris, mais c'est, en fait, à toi d'inventer la meilleure organisation pour toi, en fait. Tu vois ? Après, je te cache pas. Après, t'as des, comment dire, c'est pas une limite, mais ça pose des questions. Ça fait se poser aux gens des questions qu'ils ne se seraient jamais posées auparavant. C'est-à-dire que quand tu es dans un job classique avec du présentiel, même 3 jours même si tu as 2 jours de remote, tu es obligé quand même d'habiter au même endroit, tu vois. Enfin, si tu es obligé de venir au bureau, il y a plein de questions que tu te poses pas. Tu te dis, moi, j'habite à Paris parce que mon job il est à Paris. Le jour où on te dit, tu peux bosser de n'importe où. Tu sais, des fois, ça peut filer le vertige. Tu te dis, je pourrais aller
à Biarritz, à Bordeaux, à Nice, à Toulouse, à Lille, peu importe, à Strasbourg, whatever. Mais je pourrais aussi peut-être déménager, aller à l'étranger. Après, chacun a ses obligations familiales. Mais ce que je veux dire, c'est que ça t'ouvre un champ des possibles qui est absolument extraordinaire et qui force chacun aussi, qui amène chacun à se poser les questions de qu'est-ce qui compte dans ma vie véritablement, quoi. Mais le fait de se dire, tu sais, on passe dans un autre paradigme et se dire maintenant, c'est plus je regarde ce qui me reste de ma vie privée, j'essaye de le faire rentrer dans mes contraintes pro, mais c'est je design ma propre vie comme j'ai envie de la designer, en fait, tout simplement. Alors, il y a Claire qui nous dit benchmark des rémunérations par secte, j'ai bien entendu. Non, en fait, c'est s'assurer justement qu'il n'y ait pas d'écart de salaire. Ah, exact. C'est ça qu'il faut entendre. Il y en a plein qui sont déçus, qui s'attendaient à un webinar où on allait leur dire la marque employeur, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, le teaser du webinar, c'est la marque employeur selon Assess First. Donc, bien évidemment, la marque employeur selon Assess First, elle est selon leur culture d'entreprise, selon leur mode de travail. Bien sûr. Donc, par la suite, on ira certainement à la rencontre d'autres structures qui ont mis en place d'autres modèles. Mais on voit bien aujourd'hui qu'une structure qui a mis en place un modèle de full remote a forcément une marque employeur très, très spécifique. Et la marque employeur est fortement corrélée en mode d'organisation et à la culture d'entreprise. Après, tu sais, en fait, par rapport à ce sujet, en fait, je ne sais pas si... je vois pas bien qui a posé quelle question ou qui a fait quelle remarque, mais en fait, la marque employeur, pour avoir une bonne marque employeur, se dire comment je me rends plus attractif, en vrai, hein, la formule, elle n'est pas compliquée. C'est-à-dire être extrêmement clair sur sa proposition de valeur, c'est-à-dire se dire, OK, je prends, vous n'avez qu'à prendre un Excel ou un Word ou un Google Doc, et puis vous listez, c'est quoi les avantages qu'on propose, est-ce qu'au niveau de la REM, on est compétitif ou pas? En gros, vous devez faire un état des lieux de quels sont mes points forts et quelles sont mes limites. Et c'est pas grave si vous pouvez pas payer, si vous êtes obligé de payer les gens 5% ou 10% en dessous du marché, si jamais vous pouvez compenser par autre chose. Mais avoir une proposition de valeur qui soit extrêmement claire, la communiquer, avoir des offres d'emploi qui soient attractives, où vous n'allez pas simplement dire, par exemple, nous sommes l'entreprise leader sur notre secteur, dans notre cadre de notre développement, nous recherchons, gna gna gna. Franchement, les candidats, ils s'en foutent. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils cherchent. Parlez-leur d'eux. Qu'est-ce que vous recherchez comme type de profil? Quelles sont les opportunités que vous allez leur offrir? Pourquoi c'est mieux chez vous qu'ailleurs? Essayez d'avoir un discours qui va être authentique et surtout, ne soyez pas déceptifs. Mais vraiment, moi, c'est le conseil que je donnerais. Il n'y a rien de pire. Tu vois, si tu commences justement en disant ouais, on est ouvert, remote, machin, blablabla, et que tu te rends compte qu'en fait, c'est une journée par semaine ou 2 jours par semaine, et que ça sera, si jamais tu es là dans la boîte depuis au moins 3 mois et qu'on te demande de venir, alors qu'en fait, des fois, tu es au bureau et en fait, il se passe rien de plus que quand tu étais quand tu es depuis chez toi, tu vois. Mais surtout, hein, le pire, c'est d'avoir un décalage entre la promesse et ce qui est vécu, en fait. En fait, aujourd'hui, moi, un des points sur lesquels je suis le plus fier, c'est que quand je fais le point, je fais souvent un point, enfin, je sais pas souvent, je fais systématiquement, j'ai un meeting avec chaque personne à partir du moment où elle est là depuis un mois et demi. Et c'est censé être random, tu vois, c'est une application sur Slack qui fait se rencontrer 2 personnes de manière aléatoire, mais en fait, je pense pas que c'est aléatoire, parce que moi, je rencontre tous les nouveaux et nouvelles, donc je pense que les gens qui l'ont paramétré sont en danger pour que ça fonctionne comme ça. Et en fait, chacun me dit à chaque fois, écoute, David, franchement, c'est la première fois que j'arrive dans une boîte, que justement que l'onboarding est aussi taré, que vraiment tout est balisé, que je peux rencontrer tout le monde et que je me sens à l'aise dans mon job. Et la première fois surtout que ce qu'on m'a vendu et ce que j'ai vu sur les réseaux, ce que j'ai vu dans les discussions, ce que j'ai vu avec les RH, ce que j'ai vu avec les managers en entretien, ce que j'ai vu avec toi, parce que moi je continue à voir tout le monde en dernier entretien, c'est la première fois de ma vie où il n'y a pas de décalage. Il y a même des gens qui disent en vrai c'est même mieux, parce que je m'attendais franchement à ce qu'il y ait des décalages, en fait il n'y en a pas. Et pour moi ça fait vraiment pas. Et je serais pas. Enfin, imagine-toi, là, je sais que j'ai sûrement des collabs qui sont en train de regarder le webinaire. Si jamais je raconte ça juste pour le webinaire, je veux dire, ils vont me tomber dessus, quoi. Voilà, ou je vais passer pour un guignol, en fait. Ils sont en remote, ils ont que ça à foutre que de regarder un webinaire. Retourne au boulot. Mais oui, l'importance de la promesse, ça c'est fondamental. Mais il n'y a pas de recette magique, sinon, tu vois. Il n'y a pas de. Je ne sais pas si les gens attendent des
le how to guide, les 10 trucs à faire. Mais en fait, c'est très simple, hein, c'est au final. Il y a quelqu'un qui demandait, mais ouais, mais comment Ouais. on fait en full remote pour maintenir cette culture? Alors tout à l'heure, on l'a dit rapidement, il y a 2 gros séminaires dans l'année. Ouais, Il y a ensuite ces mini-séminaires ouais, d'équipe. c'est ça. Et puis, Et puis l'attitude. En fait, là encore, je pense que les gens attendent, tu vois, comment dire, des événements, c'est quoi le rituel que vous mettez en place. Mais en fait, c'est une question d'attitude. Si ton attitude, elle est de faire confiance, de se dire, les managers ne sont pas des petits et des petites surveillantes qui vont venir derrière l'épaule de la personne toutes les 5 minutes. Mais en fait, le rôle des managers, c'est quoi dans une structure en full remote? C'est d'être au service des collaborateurs, des collaboratrices. la question, c'est plutôt comment tu perds personne en route. C'est-à-dire comment tu Ouais. n'oublies pas Lucie qui est perdue dans un coin et qui n'a pas eu de contact, par exemple, avec quelqu'un depuis 3 jours. Ah ben ça, tu formalises, tu fais en sorte que... Enfin, tu formalises, ouais, c'est plus les rituels et tout. Tu fais en sorte déjà que dans chaque équipe, il y a des réunions au moins hebdomadaires, à minima, tu vois, avec l'ensemble de l'équipe. Ensuite, il y a des points one-to-one entre les managers de l'équipe et puis les personnes lorsqu'il y a nécessité. On a un outil aussi qui nous permet de suivre en temps quasi réel, c'est semaine par semaine, le moral, le pouls de chacun, tu vois, s'assurer que, en fait, comment les gens se sentent, est-ce qu'ils ont un petit coup de mou ou pas. Et en fait, ça permet, l'accès à ces infos, ça permet aussi aux managers de se dire à un moment donné, ok, je vois que j'ai 2 personnes qui décrochent dans ma boîte, ça fait 2 semaines, là, je vois les scores qui descendent un peu, je vais les voir, en fait. Et ça fait vraiment partie des attributions chez nous, des gens qui sont en fonction de management. Mais vraiment, hein, se dire, le rôle du manager, c'est pas un rôle de surveillance, parce que de toute façon, on a des KPI sur tout dans Assessor. Tu as des données, c'est exactement où en est du point de vue de la performance, en fait, chacune des équipes, où en sont chacune des équipes. Mais après, le rôle des managers, c'est vraiment d'être au service des collabs et de se dire, là, j'ai mes collabs, là, j'ai le travail à réaliser. Au milieu, il y a des obstacles, des trucs qui peuvent être un peu emmerdants, des process peut-être trop lourds ou quoi. Le rôle des managers, c'est d'alerter là-dessus, d'intervenir là-dessus, de prendre toutes les actions qui sont à disposition pour que les gens, encore une fois, puissent performer, parce qu'on est une boîte, notre objectif, on a une mission, et si on veut transformer la manière dont on recrute, faut que les gens soient dans les objectifs, voilà. Et aussi, il faut qu'ils se sentent bien, quoi. Mais c'est pas A ou B. Tu dois avoir les deux en même temps. Si tu n'as pas les deux en même temps, c'est pas possible, en fait, dans une boîte. Alors, maintenant qu'on a vu tous les aspects, culture, REM, évolution, onboarding, etc., ok, admettons, cette année, je sais pas, tu as peut-être 10, 20, 30, 50 nouveaux recrutements à venir. C'est quoi tes outils de com pour lancer tes campagnes? Comment ça fonctionne? Ouais, les outils de com, principalement, on utilise Welcome to the Jungle, LinkedIn et JobGather. En fait, c'est les 3 job boards sur lesquels on recrute principalement. Et après, les outils. Par exemple, on considère chez Assess First que même ton offre d'emploi, tu vois, la manière dont tu rédiges ton offre, c'est le premier. Enfin, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est une occasion unique de communiquer de manière authentique avec ton audience, avec tes candidates potentielles. Et c'est aussi une occasion de dire aux gens, tu vois, c'est bien, hein, c'est full remote, c'est cool. Mais ça vient aussi avec son lot de responsabilités. C'est-à-dire que chez nous, c'est hyper important qu'on ait des gens qui soient en mesure de gérer cette liberté, parce que tout le monde n'est pas prêt à avoir autant de liberté, tu vois. Il y a des gens qui ont besoin d'évoluer dans un environnement hyper carré, hyper structuré. Alors ouais, on a des outils, des méthodes, des process, mais quand même, ça nécessite d'être hautement responsable parce que tu te gères toi-même, en fait. Il n'y a personne qui va te dire... Toi, tu n'as pas besoin de show up, de te montrer à 9h le matin dans l'open space, donc... Comment tu fais, quoi, tu vois? Il faut avoir un petit côté entrepreneur. Ah ouais, clairement. Et donc, ça suffit, en fait. Tu utilises des job boards et... Ouais, job board. Et puis après, je te dis, les gens, en fait, ils voient notre offre, ils cliquent dessus, boum, ils complètent leur profil Assess First. Et il y a même des gens qui disent, où est-ce qu'on envoie le CV? Elle n'envoie pas le CV, on s'en fout, on ne le regardera pas de toute façon. Moi, il y a des gens, par exemple, j'ai appris il y a quelques mois, des personnes qu'on a recrutées il y a 4-5 ans, j'ai appris qu'ils avaient fait telle ou telle école. Et ils me disent, mais tu savais pas? Je dis, non, je savais pas, en fait. Parce que je m'en fous. Enfin, ton CV, je ne vais pas regarder. Quand tu recrutes, si par exemple demain je postule, j'ai quoi derrière? Un test? En fait, c'est ça. Tu complètes ton profil assesseur. Il y a 3 parties. Une partie sur tout ce qui est personnalité.
Donc, ça prend 8-10 minutes. Une partie sur les motivations, pareil, 8-10 minutes. Et puis, une partie c'est un jeu pour évaluer la capacité de raisonnement, la faculté d'apprentissage. Et pareil, ça prend une dizaine de minutes. Et donc, à la fin, les candidats ont accès à tout un compte-rendu sur leurs talents, leurs points forts, leurs axes de dev. Et nous, de notre côté AssessFair, comme nos clients, c'est la même solution qu'on utilise, en fait, on match le profil de chacun par rapport à des modèles qu'on a conçus, des modèles dont on sait que, en gros, c'est les prérequis pour réussir dans tel job chez nous. Et on a aussi certains critères qui sont très utiles. C'est plus par rapport à la culture d'entreprise, je pense que tu es un pote entrepreneur et autres. Et en gros, s'ils sont au-delà de 60%, on les reçoit en entretien. S'ils sont à 59,9%, on les reçoit pas en entretien. En fait. Et ensuite, le process, c'est quoi? Combien d'entretiens? Process ensuite, c'est petit call avec l'équipe, 15 minutes à peu près avec l'équipe Talent Acquisition pour s'assurer de l'alignement entre le projet personnel du collab, du candidat, de la candidate avec les attentes de l'entreprise et ce qu'on a proposé. Donc ça, c'est le premier entretien, mais c'est un call de pré-qualif hyper rapide. Ensuite, rencontre avec le manager ou la manager, 30 minutes à peu près. Souvent, il y a un cas, tu vois, genre un role-play, un jeu de rôle, un truc comme ça. Enfin, ça dépend des jobs. Ensuite, rencontre avec le N+2 ou la N+2. Et puis après, moi, je fais un entretien avec tout le monde, en fait. Et moi, mon rôle, quand c'est comme ça, j'arrive en bout de chaîne, si tu veux, enfin, bout de chaîne, on va dire. Et mon rôle, moi, je considère que c'est plus. Je suis pas là pour les évaluer, tu vois, parce que je sais que de toute façon, avec toutes les étapes qu'il y a eu, arrivent à toi, c'est que ça le fait en fait. Et en fait, moi, c'est plus leur raconter en fait la vision de la boîte. Pourquoi je leur rappelle, pourquoi j'ai créé AssessFirst. J'insiste bien sur en quoi leur rôle est fondamental, quelle est la contribution qu'ils vont avoir. Et puis, je finis toujours en leur rappelant que mon rôle, c'est de faciliter le rôle de. Enfin, mon rôle, c'est de m'assurer que toutes les décisions qu'on prend dans la boîte soient en cohérence par rapport à notre projet. Et puis, c'est aussi d'être à disposition des uns et des autres. Tu vois, c'est d'aider chacune à pouvoir se sentir bien dans la boîte. Et donc, je leur rappelle toujours ma disponibilité si jamais ils ont besoin, quoi. Tu vois. Voilà. Et justement, on a une question côté candidature spontanée. Ouais. On a des gens qui nous. En fait, des fois, on nous envoie des candidatures. Justement, des fois, il y a des gens qui m'envoient leur CV sur LinkedIn. Chaque fois, je leur dis, mais on ne regarde pas le CV, on s'en fout. Et à la limite, répondez à n'importe quelle offre d'emploi sur AssessFirst, on aura vos résultats. Ou alors, adressez-vous directement à l'équipe Talent Acquisition chez nous. Vous leur demandez, ils vous envoient un lien, vous complétez, vous passez à AssessFirst. Et puis, ensuite, vous êtes dans nos bases. Et si jamais il y a un job qui se présente et on voit que vous correspondez, oui, forcément, on va revenir vers vous, en fait, quoi. Voilà. Top. Il y a même des gens, j'ai envie de te dire, tu sais, on les a repérés, ne serait-ce que sur LinkedIn. C'est-à-dire que les gens qui passent AssessFirst, même tout seuls dans leur coin, même sans avoir été invités par quiconque, ils ont la possibilité de le faire. Des fois, il y en a, ils publient leur profil. Et je t'avoue que des fois, on regarde, tu vois, on tombe sur des profils. Et il y a quelques personnes comme ça nous est arrivé de nous dire, waouh, le profil, c'est super bien chez nous. On les contacte direct et puis c'est parti. Oui, tu fais de l'approche directe, mais comme ça, de façon opportuniste, tu mandates pas de cabinet pour faire de la chasse. Non. Ouais. Ok, super. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Faut-il avoir un profil cool? C'est quoi un profil cool? Attends, pour répondre, faut-il avoir un profil cool? On lit dans Glassdoor que les personnes qui ne correspondent pas à un type de profil sont invitées à partir. Ouais, bien évidemment, vous aurez toujours. De toute façon, sur Glassdoor, alors oui, il y a ça, il y a ce commentaire-là. Et puis, à côté de ça, je ne sais pas, vous en avez peut-être 43 qui vont vous dire « Ouais, c'est génial, c'est la meilleure boîte dans laquelle je suis jamais arrivé. » Forcément, vous avez des gens, et encore une fois, on ne vend pas des boules de cristal. Vous savez, en fait, aujourd'hui, à 18 mois, c'est 46% des recrutements qui échouent sur le marché global, français, mais aussi mondial. Et dans 89%, c'est pour des raisons qui sont liées au comportement. Je ne vous dis pas qu'on passe, nous, de 46 à 0%, c'est pas ça. Mais bien évidemment qu'on a aussi des fois des gens avec lesquels ça ne fonctionne pas. Quand tu recrutes, par exemple, des gens qui n'ont aucun background en sales, qui ne connaissent rien à l'univers du SaaS, mais qui ont juste envie parce qu'ils se reconvertissent, je sais pas, ils bossaient serveuse dans un bar, et nous, on leur propose une opportunité pour être SDR, BDR
où tu vas avoir une bonne REM, la possibilité de te faire des primes de taré, participer à un projet enthousiasmant, être avec des collègues géniaux, pouvoir avoir une liberté incroyable. Souvent, ça marche. Et des fois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tu as deux possibilités. Tu as des gens qui le prennent bien, tu as des gens qui le prennent mal. Donc, non, tu n'es pas obligé d'être cool. En fait, il y a des gens en fait, chez nous, comment dire, après, cool, ça fait un peu jugement, de valeur, jugement moral. Qu'est-ce qui est cool pour vous? Qu'est-ce qui est cool pour moi? C'est peut-être pas la même chose. Mais il y a des gens, par exemple, qui sont extrêmement introvertis chez Access First, extrêmement. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, même ils ne viennent pas au séminaire, tu vois. Tu pourrais te dire, attends, quand même, c'est 2 fois par an. Non, écoute, il y a des gens, c'est pas leur truc, tu vois. On parle beaucoup des histoires santé mentale et ainsi de suite, il y a des gens, ils peuvent pas parce qu'ils sont dans une période de leur vie où, en effet, ça leur fait du bien d'être chez eux, d'être derrière leur ordi. Fine, c'est bien. Et si un jour ça va mieux, ils viendront au team building. Mais chez nous, il n'y a pas cette obligation de rigoler, obligation d'être heureux tout le temps. Non, en fait, on prend les gens comme ils sont, en fait. Tu vois. Et à partir du moment où ils ont les qualités personnelles qui vont dans le sens, qui vont faciliter leur intégration et leur réussite dans le job pour lequel on recrute, ça nous va, en fait. Et c'est pas vrai, tu n'as pas besoin d'être cool ou d'être... Alors, heureusement. On a pas mal de réactions. On a Célia qui nous dit, en gros, je vois pas comment on peut recruter quelqu'un sur un test et sans avoir une idée de ses expériences précédentes. En fait, c'est juste une question de posture. Il n'y a pas d'obligation à s'intéresser aux expériences précédentes. Mais c'est une façon de voir les choses. On l'a fait nous aussi chez Meyer Ashline. On a des personnes qui viennent d'horizons qui n'ont rien à voir ni avec la com, ni le marketing, ni le monde des médias, qui avaient juste envie de travailler dans le secteur. Et en fait, c'est une question de soft skills, de capacité à pouvoir travailler dans le métier, d'envie surtout et de motivation. Mais après, c'est un modèle. Access First le permet, comme nous, on le permet. Mais effectivement, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se cantonnent d'abord à lire un CV avant de faire passer les tests. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de positionnement dans le processus de recrutement. À quoi ça sert de lire un CV si ensuite vous dites « Ah, le CV est pas mal, je vais faire un entretien, je vais faire passer des tests » et finalement vous vous rendez compte en faisant passer les tests que la personne n'a pas la bonne culture d'entreprise, ne va pas être capable de s'intégrer dans l'équipe pour laquelle vous proposez le poste. Je pense que c'est un prérequis. Mais après, c'est une façon de recruter, de voir les choses. Access First, c'est une culture d'entreprise très marquée. C'est aussi pour ça que je voulais voir David aujourd'hui. C'est un exemple. C'est pas l'exemple forcément à suivre pour vous. C'est un exemple dans un contexte avec une culture d'entreprise spécifique, des modes de travail spécifiques. Et après, encore une fois, nous, on n'opère pas des enfants à cœur ouvert, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire la... On le fait plus. Non, mais en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que... comment dire, bien sûr, si on recrute un expert comptable, si on recrute un chirurgien, si on recrute un avocat, mais oui, il faut des diplômes, mais oui, c'est mieux d'avoir une expérience technique, bien évidemment, mais dans quand même beaucoup de boulot, et y compris des métiers techniques comme des métiers de développeurs. Par exemple, on a un gars chez nous, je crois qu'il vendait des pièces de grue en Australie. Tu vois, chelou quand même, le mec. Et en fait, maintenant, il est développeur chez nous. Et on l'a recruté... il avait quasi aucune expérience. Il avait commencé à se former un peu vite fait. Mais en fait, tu as des expériences comme ça. On a une personne qui est extraordinaire, une ancienne danseuse professionnelle, qui est une de nos meilleures sales, si ce n'est la meilleure sales, enfin la plus performante. Ils sont tous géniaux, et toutes géniales. Mais en fait, qui est notre sales, parmi nos sales, en tout cas les plus performantes, et qui avait, pareil, zéro expérience. Une nana qui faisait des... dressmaker, styliste. Elle créait des robes à Londres, des choses comme ça. Et elle s'occupait de la data chez nous, tu vois. Des belles histoires, il y en a sans cesse. En fait, il faut toujours se poser la question, est-ce que le job pour lequel je recrute, est-ce que c'est un prérequis indispensable d'avoir le diplôme, la qualification et d'avoir une expérience? En fait, ce que nous disent aujourd'hui, ce que nous dit la science aujourd'hui, parce qu'il y a des études qui sont réalisées là-dessus, c'est que les années d'expérience, les écoles qu'on a fréquentées, ça va permettre d'expliquer entre 3 et 5% des différences que tu observes entre les meilleurs, les top performers et les bottom performers, ceux qui performent le moins, une fois qu'ils sont recrutés.
Donc, ça explique quasiment rien. La personnalité, les capacités cognitives, ce qu'on évalue au travers des tests, ça peut être assesseur ou d'autres, en fait, ça explique entre 35 et 60% des différences. Putain, mais c'est un no-brainer. Il y a même pas, on ne se pose pas la question, en fait. Tu vois. Et ce que tu disais, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que si tu fais ta présélection en te disant, ouais, moi, je vais quand même faire un filtre sur les écoles, mais tu te rends compte le nombre de personnes que tu laisses pas, enfin, que tu mets sur le carreau, en fait. C'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas pu faire l'école, tous les gens, pour des raisons diverses et variées. En fait, tu passes à côté d'un vivier, mais phénoménal. C'est pour ça que quand j'entends les recruteurs qui disent oui, la pénurie des talents, c'est compliqué, les gens ne veulent plus bosser, nanana, j'ai envie de dire, moi je leur dis toujours, mais ce qui est trop restreint, ce n'est pas le pool de candidats, c'est ta vision du talent, en fait. Tu vois, arrête, ouvre tes chakras, ouvre tes yeux, ton troisième œil, je sais pas, fais quelque chose. Et puis tu te rendras compte qu'en fait, des candidats, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, en fait, à l'appel. Eh ben, c'était une bonne conclusion, David. Je vois qu'il est midi 20, on va vous laisser. Je te remercie de m'avoir Merci, reçu Christophe. pour ce webinaire. Merci de venir jusqu'ici. Et puis, ce webinaire, vous le retrouverez en replay d'ici 24 heures sur MyRHline. Merci beaucoup. Merci à chacun, chacune. Merci, Salut. bonne journée. Au revoir.